Alors, on reprend. La prévention, la promotion de la santé qui ont leur place tout au long de notre vie, même dès la conception. Alors, avec nos invités du premier bloc de l'après-midi, il sera question de petite enfance. Pourquoi on dit qu'il est si important d'agir tôt? C'est un sujet qu'on n'avait pas eu la chance d'aborder l'année dernière. Il sera aussi question de l'importance du soutien des nouveaux parents. D'une part, parce qu'on le sait, devenir parent, c'est une transformation majeure et parfois difficile. Ils ont mis parfois dans mon texte, là, mais c'est souvent, souvent difficile, disons-le. Et d'autre part, parce que le bien-être des parents a un impact sur leur bébé ou sur leur jeune enfant. Alors, débutons de ce pas avec une pédiatre bien connue, la docteure Julie Saint-Pierre. Elle est récipiendaire du Mérite canadien de la Société canadienne de pédiatrie en prévention. Elle dirige la Maison de santé prévention de Montréal. Elle a fondé l'approche 180, une approche interdisciplinaire de santé globale et durable. Et Julie nous avait rendu très heureux l'année dernière parce qu'elle avait fait une présentation sur le bonheur. Alors, Julie, c'est un bonheur de t'accueillir de nouveau aujourd'hui pour entendre ton plaidoyer pour un départ plus juste et en santé. À toi la parole. Hélène, je disais juste que, comme Thomas, j'avais de la peine de ne pas te voir en vrai aujourd'hui, puis de te C'est faire une gentil. accolade, puis Anne-Marie aussi, mais bon, comme on a répondu au fait qu'il doit y avoir plus d'accessibilité, on est ici aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous parler d'un sujet qui me touche. Oui, ça devrait. Non? Un sujet qui me touche vraiment beaucoup, qui est les 1000 premiers jours. Donc, en attendant que la technique soit ajustée, j'aimerais dire que j'ai voulu continuer sur le thème du bonheur cette année. Et Thomas, il ne sait pas, mais il m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit « Tout se joue avant 2 ans » parce que choisir d'avoir un enfant, qu'on soit seul ou en couple, c'est vraiment un choix qui va impacter notre santé, notre bonheur, et c'est un choix qu'on doit faire en pleine conscience et basé sur, bien sûr, l'expérience, les connaissances pour accompagner ces petits êtres-là dans notre bonheur individuel, mais aussi dans un bonheur collectif qui, un jour, sera le leur. Donc, sans plus tarder, pourquoi les 1000 premiers jours? C'est un sujet aussi qui me touche parce que dans ma vie de chercheur, avant d'être pédiatre, j'ai travaillé beaucoup sur la programmation fœtale des maladies chroniques. Avec mon ami, le professeur Luigi Bouchard, on a publié beaucoup d'articles entre 2000 et 2010 qui sont aujourd'hui parmi les plus cités dans le monde en termes de programmation fœtale. Donc, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup parce que, comme maman, quand j'étais étudiante en médecine, j'avais pas beaucoup de sous. J'étais étudiante, j'avais 2 enfants. Donc, j'ai eu le privilège d'être accompagnée par une fondation qui croit beaucoup aux 1000 premiers jours, la Fondation L'eau, et qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est un sujet dans lequel on doit s'investir, qu'on doit mieux comprendre, qu'on doit mieux éduquer la population. Donc, on commence aujourd'hui avec avoir un enfant. Donc, puisque la technique était en cours d'ajustement, je vous ai déjà émis l'idée que le fait d'avoir un enfant, ça contribue à notre bonheur et que c'est un choix qui n'est pas sans engagement de notre part et pour lequel on doit être bien informé. Je dis toujours aux parents, soyez un petit peu comme Protégez-vous. Vous lisez le Protégez-vous pour savoir quel meilleur cadeau de Noël il faut acheter à nos enfants. Bien, c'est la même chose quand on fait le choix d'avoir un enfant. Il faut s'informer pour faire les meilleurs choix possibles. Donc, tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Tous les pédiatres, tous les soignants qui œuvrent, tous les organismes qui œuvrent auprès des tout-petits savent que cette citation ne s'applique pas malheureusement toujours aux droits des femmes enceintes et des enfants. On y reviendra un peu plus tard.
Le concept des 1000 premiers jours, ça a été introduit vraiment dans les années 2010 au niveau public, suite à suffisamment de connaissances sur le plan scientifique, entre autres avec l'hypothèse de Barker, comme quoi on pouvait avoir un impact sur le futur, la vie des adultes, éventuellement en ayant un départ qui était plus en santé. C'est une fenêtre d'opportunité de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans qui nous permet vraiment d'avoir une meilleure santé dès le départ. Ça favorise aussi la croissance d'un cerveau plus en santé, qu'on va protéger contre certaines prédispositions du côté de la santé mentale, mais aussi au niveau développemental. C'est la mise en place, on en a parlé d'environnements qui vont permettre justement d'avoir un départ plus juste et équitable pour l'enfant puis sa famille. Puis c'est bien entendu de cette manière-là que les 1000 premiers jours peuvent nous aider à avoir un jour une société plus prospère. On a parlé avec Anne-Marie ce matin, on va avoir moins de maladies. Il y a trop de maladies. Comment on retourne vers la santé? Bien, c'est en investissant dès les 1000 premiers jours. Et les études sont claires. Si on le fait demain matin, là, Horacio part au BAT, il s'en va rencontrer tous les ministres, il leur fait une présentation sur ses 1000 premiers jours, il repart avec plein d'argent dans ses poches, puis là, il va vers les solutions sur le terrain. Bien, on en a pour 2 à 3 générations avant de voir le fruit de ce travail-là. Donc, on est en retard, il faut commencer dès maintenant. Donc, il y a 3 phases aux 1000 premiers jours. Il y a la période de la grossesse, bien entendu. Il y a les 6 premiers mois de vie, où est-ce que l'enfant est très, très dépendant de ses parents. Et puis après ça, bien, tranquillement, pas vite, jusqu'à 2 ans, il y a la dernière phase qui s'étale en fait de 6 à 24 mois. On parle souvent d'environnement favorable. Environnement, ce n'est pas toujours juste l'environnement écologique, la biodiversité. C'est aussi l'environnement alimentaire des enfants. C'est aussi l'environnement psycho-affectif. C'est son activité, son mouvement, son activité physique dans le temps. Et c'est aussi, bien entendu, les moyens socio-économiques de son environnement. Donc, pour grandir en santé, tous ces environnements sont importants pour l'enfant et sa famille. Donc, tous les facteurs environnementaux, j'aurais pu ajouter aussi les déterminants sociaux, l'activité physique, sédentarité, stress, microbiome, hein, très important, nutrition, notre mode d'alimentation, la précarité, mais aussi les toxines, hein, les perturbateurs endocriniens et tout, peuvent avoir un impact prouvé, déterminant au niveau soit de la grossesse, des 6 premiers mois, et également jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ces impacts-là, en fait, vont faire qu'on va avoir une trajectoire qui va nous conduire favorablement un peu plus vers la santé et une autre, malheureusement, où est-ce qu'on va se diriger plutôt vers les maladies non transmissibles. Pas de panique, hein? Il y a quand même des moyens de s'en sortir. On y arrive. Donc, pour vous montrer un exemple, en fait, d'un parcours normal versus un qui nous conduit vers les maladies non transmissibles, on sait que l'équilibre alimentaire chez la mère pendant la grossesse, diversifié, le mouvement, son niveau de stress au quotidien va faire que la croissance postnatale va être optimisée. Par contre, si on est vraiment dans la sous-nutrition, qu'on va avoir du stress sur le plan émotif, qu'on va avoir une surnutrition, soit pendant la grossesse ou postnatale, bien, on va avoir plus de chances, pas à 100% bien entendu, mais on va avoir plus de chances de se développer et éventuellement d'atteindre la vie d'adulte du côté des maladies non transmissibles telles que l'obésité, l'hypertension, le diabète, etc. Je voulais vous mettre
Un bel exemple, je vous en cite un, mais il y en a énormément. Hein. La période de la COVID a été malheureusement en même temps un grand laboratoire où est-ce qu'on a appris des choses. Donc le stress, tous les stress en fait, hein, le travail, l'exposition à des désastres, le fait qu'on était isolé, l'isolement, on a parlé, le fait qu'on n'avait pas d'aidant naturel qui était près de nous nécessairement, la peur, tout ça a fait, la disponibilité des vaccins aussi auprès des femmes enceintes, tout ça a fait qu'il y avait des stress qui bombardaient la mer de tous bords, tous côtés. Puis je reviens à un qui est très important, où est-ce qu'on voit que tout ce stress-là, au fur et à mesure que la mère a été exposée, a fait que l'enfant, il y en a qui ont souffert de développement intra-utérin qui était limité. On a aussi, entre autres, les mamans qui n'ont pas reçu de vaccin versus celles qui ont été vaccinées. On voit que les poumons à la naissance étaient plus petits chez les mamans qui n'avaient pas reçu le vaccin et qui avaient fait la COVID. Donc, il y a plein de choses qui se programment comme ça pendant la grossesse et dans les mois qui suivent la naissance qui sont intéressantes à mieux comprendre. J'ai eu le privilège cet automne de travailler avec, les gens vont le reconnaître, l'âge fait que les gens sont pas toujours certains, mais c'est Dr. Cyrulnik. En fait, j'ai pu m'entretenir avec lui pendant 4 heures sur le sujet des 1000 premiers jours, qui est en fait son sujet de prédilection sur lequel il a travaillé les 20 dernières années et pour lequel il a fait la commission Cyrulnik en France sur les 1000 premiers jours, qui a conseillé en fait la santé publique, les hautes autorités de santé, sur les prochaines décisions à prendre pour avoir justement dans 2, 3 générations une société plus en santé. Oups, c'est disparu les flèches. Je ne peux plus changer. Ça va me permettre de vous dire « Ah, merci! » Donc, Dr. Cyrulnik nous parle beaucoup des niches sensorielles, en fait, et de la sécurisation du bébé. La première sécurisation, bien entendu, se fait dans le ventre de la mère. Puis, ensuite de ça, la deuxième sécurisation va se faire dans les bras de la mère ou du père ou d'une personne sécurisante. Ensuite, ça va être le développement de la parole qui va être un autre moment important de l'enfant où est-ce qu'il va entrer dans la parole, l'acquisition du langage, qui va aussi lui permettre de se sécuriser et de se développer normalement. Il faut dire aussi que pendant qu'il est dans les bras de sa maman aussi, il va apprendre à se nourrir, l'interaction sociale en même temps avec sa maman. Donc, tout ça a un impact sur son développement si c'est dans un environnement qui est non stressant. Et on verra les stresseurs qui sont malheureusement encore trop présents de nos jours. Ultimement, il va se sécuriser à l'école et à l'adolescence. Donc, de par ses comportements alimentaires, de par ce qu'il va apprendre, de par ses relations avec ses pairs, il va avoir d'autres possibilités de récupérer toute cette programmation qui pourra avoir été altérée de façon mineure. Mais ce qu'on veut dire par les 1000 premiers jours, c'est qu'il y a aussi des traumatismes, des stresseurs qui sont très importants. Et là, quand on arrive dans le très important, il est possible qu'on ne soit pas capable d'aller chercher la sécurisation nécessaire pour effacer ces stresseurs-là, d'où l'importance des 1000 premiers jours. Un exemple de niche altérée. Une maman est exposée à un stress X, Y, Z. Prenons celui d'être exposée à de la violence au quotidien, tout au long de sa grossesse. Elle va sécréter des hormones, la catécholamine en fait, qui peut être bénéfique s'il y en a un petit peu de temps en temps. Mais si on est surexposé à cette sécrétion-là et qu'on atteint des seuils qui deviennent toxiques, là, on est même capable de dire qu'en neuroimagerie, il y aura une atrophie de certaines zones du cerveau de l'enfant qui pourront peut-être rester et qui ne seront peut-être pas récupérables au cours des autres niches
sensorielle ou de sécurisation de l'enfant. D'où l'importance d'avoir vraiment de la sécurisation des 1000 premiers jours également. Imaginez en ce moment ce qui se passe dans un conflit, une guerre. Puis, Dr. Cyrulnik est quand même un survivant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de nous en parler avec vraiment un regard qui est longitudinal. Et les stress que ces mamans-là vivent en ce moment, que ces jeunes-là vivent, vont malheureusement à cause de la programmation fœtale et aussi du marquage épigénétique qui a lieu en ce moment au niveau de leurs gènes, entraîner malheureusement un cercle vicieux qui va prendre des proportions et qui va se perpétuer pendant des générations et va pouvoir même se transmettre aux enfants de ces enfants-là en devenir ou très jeunes. Donc, c'est pas... j'ai pas fumé là, avant de venir ici. Tout ça est vraiment basé sur des faits scientifiques qu'on comprend de plus en plus et pour lesquels on peut faire de meilleurs choix comme société. D'autres exemples. La famine irlandaise, qui a duré pendant 5 mois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien ça, cette exposition-là à un certain stress pendant la gestation, du fait que c'était soit au premier trimestre ou plus milieu, fin de la grossesse, a fait qu'on a vu, à long terme, un développement significatif de plus de maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, que l'obésité, que le diabète de type 2, chez les enfants qui avaient plus souffert de cette famine-là. Un exemple plus proche de chez nous, 6 heures de perte de courant, tempête du verglas, qui est citée mondialement en termes de programmation fœtale et des 1000 premiers jours, a eu un impact négatif, 6 heures à 5 semaines, pour certains qui ont été privés de courant pendant longtemps, un impact sur le développement de la parole, du langage, qui a été éventuellement peut-être récupérable, mais aussi un développement dans ces enfants-là. Le stress pendant la grossesse a été démontré, postnatal aussi, comme étant relié à une augmentation de l'indice de masse corporelle, de l'obésité et de ses complications. Donc, encore aujourd'hui, malgré les droits universels des femmes, des nouveau-nés, chez nous, puis Élise en parlerait mieux que moi, trop de femmes enceintes ont faim, souffrent d'isolement social, vivent des traumatismes à répétition, violence, insécurité financière, insécurité alimentaire aussi, plein de bébés qui ont encore malheureusement des carences socio-affectives dès leur naissance, qui ne mangent pas à leur faim. Donc, des environnements non sécurisants qui vont faire qu'on va peut-être rester avec un marquage épigénétique qui va se donner dans les générations futures. Donc, il faut créer des lieux de sécurisation. Pourquoi Boris avait choisi ce lieu-là à Toulon? C'est en fait un lieu de théâtre et ça rejoint le point de ce matin de la créativité des arts parce que c'est un moment qui débute à l'adolescence et qui est très important pour la sécurisation, l'identité d'une nation, pour être capable de rétablir sa santé mentale, des fois santé physique, et d'entrer dans sa vie d'adulte normalement. En France, on a vu naître la Maison des 1000 premiers jours, qui est maintenant très populeuse. Il y en a beaucoup à travers tous les départements de la France. C'est vraiment un endroit de sécurisation, autant pour les femmes enceintes, d'entraide. On manque d'aidants naturels, donc les gens se regroupent là, puis peuvent même cuisiner ensemble, ils peuvent trouver du réconfort, de la sécurité, le temps qu'un policier, par exemple, ou des gens viennent s'il y a de la violence ou autre chose. Donc, la Maison des 1000 premiers jours, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait regarder davantage chez nous, parce que c'est dans la proximité près des gens. Même genre d'initiative, puis il ne reste pas beaucoup de temps du côté de l'Australie à Melbourne, mais il y a d'autres. Le mouvement est de plus en plus répandu.
Nous, on l'a débuté pendant la pandémie avec beaucoup de mamans qui n'avaient pas leur famille, qui étaient en Europe, ailleurs dans le monde. On a transformé doucement la maison de santé et prévention. On a inclus, je devrais dire, les 1000 premiers jours dans notre approche. Ici, c'est Zach, qui est un enfant à haut risque de maladie chronique parce qu'il est né à 24 semaines. Donc, son alimentation, son environnement devait être très sécurisé. Donc, on les a accompagnés comme ça pendant les 2 premières années de vie de l'enfant pour éviter qu'un jour, il développe des maladies non transmissibles. Ben voilà, 7 secondes. Alors, ça me permet de vous dire que oui, il y a le livre pour lequel, en fait, 100% l'éditeur et moi-même, on ne reçoit rien. C'est vraiment pour le programme social des enfants de la maison de santé. Et j'ai une nouvelle à vous apprendre qui, en fait, l'année passée, quand on a fini le congrès, il y avait tellement, comme aujourd'hui, plein de questionnements, de gens qui voulaient travailler ensemble. Thomas ne peut pas tout faire, Anne-Marie non plus. Fait que moi, je suis partie de mon côté. Puis en fait, j'ai participé à la réalisation d'un film indépendant sur la santé durable qui vous sera présenté en avril prochain, où est-ce que tout ce que vous dites, l'intersectorialité, travailler ensemble, travailler les municipalités avec une vision à long terme, indépendante du politique. Tout ça est abordé et j'ai bien hâte de vous en parler à nouveau via probablement Thomas dans quelques mois. Donc, merci beaucoup et tout à l'heure, on aura les questions qui sont possibles. Merci. Bon, ben alors, ça s'appelle une finale qui pique beaucoup notre curiosité. On y reviendra, j'espère, donc avril 2024. Bon, c'est bientôt. On va poursuivre, merci Julie Saint-Pierre. On va poursuivre le plaidoyer pour les tout-petits avec Élise Bonneville, qui est la directrice du collectif Petite Enfance. Élise, c'est une rassembleuse, c'est quelqu'un qui souhaite faire de la petite enfance une priorité sociale et elle nous parlera de l'importance de voir grand pour les tout-petits. Élise. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Le micro fonctionne bien, ça va bien? À Québec, bonjour. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation au Sommet de la santé durable. C'est super inspirant de regarder à travers ma lunette de mobilisation intersectorielle comment on fait pour croiser le développement durable et la petite enfance. Et vous allez voir, j'ai trouvé des beaux liens à faire. Donc, je suis Élise Bonneville, la directrice du collectif. Merci pour l'introduction. Qui est le collectif Petite Enfance? Je prends une petite minute parce que c'est quand même le cœur de qui je suis. Je porte cette voix plurielle de l'intersectorialité à travers le collectif, qui est une organisation au Québec qui se mobilise depuis plus de 3 ans à faire du travail pour faire de la petite enfance une priorité sociétale. Donc, des organisations de différents secteurs, différents réseaux, de différents horizons qui portent une voix collective pour faire de la petite enfance une priorité. Donc, on parle de la petite enfance du début de la grossesse à l'entrée à la maternelle. Donc, ces organisations vont être du milieu communautaire et associatif en périnatalité jusqu'à la petite enfance, soutien aux parents, des organisations qui vont porter la voix des Premières Nations en communauté et en milieu urbain. La réalité des familles issues de l'immigration sont aussi représentées, les municipalités, le milieu de la persévérance scolaire. Donc, on est vraiment dans une perspective intersectorielle qui part des 1000 premiers jours et qui va jusqu'à l'entrée à la maternelle, mais dans une volonté d'être dans une continuité de mobilisation. Cette mobilisation-là, bien, elle se rallie aussi à un mouvement planétaire parce qu'en fait, quand on pense à mobiliser les acteurs d'une société pour la petite enfance, bien, on s'inscrit aussi dans une perspective durable, donc dans cette volonté que les pays de l'ONU se sont engagés en 2015 sur cette perspective-là de développement durable, puis ça vaut la peine de le lire, mais assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est un des engagements qu'on a pris, nous, en tant que pays de l'ONU. Puis cette mobilisation-là, bien, elle se porte à travers l'intersectorialité beaucoup. Donc moi, je suis la lunette
extra et à grand volet de ce que Dr Saint-Pierre apportait tout à l'heure sur l'importance de cette période charnière. Et cette voix-là, bien, se porte mondialement. Puis, plus près de nous, en novembre dernier, on avait une journée mondiale des droits de l'enfant où on a invité Ziba Vagri, qui est docteur dans une autre province du Canada, qui porte son travail sur le respect des droits des enfants à travers les politiques publiques au Canada. Puis elle disait, la petite enfance, ce n'est pas seulement une étape du développement humain, elle est le développement humain. Donc, c'est à travers cette perspective-là que je veux vous parler aujourd'hui. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette diapo-là parce que Dr Saint-Pierre en a beaucoup parlé. La période du 1000 premiers jours allant jusqu'à l'entrée à... Moi, je vais l'extensionner jusqu'à l'entrée à l'école, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. C'est une période qui ne reviendra pas, qui est exceptionnelle sur le développement humain, sur le plan du développement humain. Et ici, on voit vraiment de 0 à 6-7 ans, là, la courbe de capacité du développement des différentes capacités de l'humain qui vont se décroître. Donc moi, je l'amène dans une perspective intersectorielle du parcours de vie des enfants qui vont partir de la grossesse à l'âge adulte. Donc, dans cette lunette, ce qui est intéressant, c'est de dire, bien, quelles sont les opportunités dans le parcours du tout petit et de son développement? C'est certainement pas, donc cette illustration-là, elle parle bien parce qu'elle n'est pas, c'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours qui va être rempli d'opportunités pour le développement de l'être humain, mais c'est aussi un parcours qui est rempli de rencontres entre les différents acteurs d'une société pour soutenir le développement des enfants. Donc, c'est pour ça que quand je parle du mot intersectoriel, puis je pense que vous l'avez bien positionné, Dr Saint-Pierre, c'est là où on voit que ça prend forme parce qu'en fait, oui, longtemps, on a cru qu'un tout petit, la responsabilité familiale était là où tout se passait jusqu'à temps que l'enfant arrive à l'école, où là, ça devenait l'affaire de tous. C'était une responsabilité collective de soutenir l'enfant dans son développement. Mais là, depuis quelques années, on se dit « Ah, ça se passe pas mal bien avant, mais les 1000 premiers jours en font bon état jusqu'à l'entrée à la maternelle. » Donc, comment nous, les acteurs de la société, on peut être des leviers, des acteurs qui vont permettre ce bon développement. Donc, cette image-là, bien sûr, elle va bien plus loin que la petite entrée à l'école, donc de la fin de la petite enfance, mais c'est pour dire aussi qu'on doit être dans une continuité de volonté pour travailler à soutenir les enfants. C'est aussi l'intention de présenter aujourd'hui, quand je parlais avec Thomas puis Anne-Marie, de dire, bien, la conviction, c'est que si on regarde ça dans cette perspective-là, on est réellement dans une volonté de développement durable et de soutien durable de comment on peut agir dans notre société. Bien sûr, c'est vraiment à plus haut niveau que très microscopique sur comment ça agit sur le cerveau. Là, on est vraiment dans comment rouer nos mécanismes sociétaux pour pouvoir agir de façon intersectorielle. Donc, le parcours qu'on voyait il y a 2 secondes sur l'autre diapo avant, elle est remplie d'opportunités sur le développement, mais bien sûr, elle a aussi des défis sur son parcours. Et on parle de défis sur le parcours comme des barrières d'accès. C'est bien documenté, des barrières d'accès qui sont diverses. Et donc, dans cette image, on voit qu'il y a des barrières et donc des défis qui sont individuels, donc barrières de langue, la peur des systèmes, différents niveaux, donc avoir un accès limité aux services, avoir des programmes qui ne sont pas arrimés. Donc, des fois, on est dans une communauté puis on se dit, mais il y a 2 programmes pour le même service, lequel je prends, les portes d'entrée ne sont pas les mêmes. Donc, nous, en tant qu'acteurs de divers horizons, on est aussi... Des fois, on génère des défis, mais on est souvent plus des leviers à réduire ces barrières d'accès pour permettre aux familles et aux tout-petits et à notre société de faciliter le parcours de développement. Et là, je rajoute une couche à ça, les enfants qui sont issus de contextes de vulnérabilité diverses. On en parlait un peu tout à l'heure, les impacts de ne pas avoir l'ensemble de nos conditions de vie répondues vont souvent cumuler des barrières différentes. Donc, nous, en tant que société, ce n'est pas seulement les acteurs de première ligne qui peuvent soutenir, c'est vraiment de tous les réseaux. Tantôt, on faisait le croisement avec la culture, mais bien sûr, il n'y a pas seulement que les réseaux étatiques, tous les milieux peuvent se rencontrer pour soutenir ce développement. Donc, cette image-là, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on est autant
des grands leviers à réduire ces barrières et il faut être conscient que des fois, elles sont utiles, il faut apprendre à travailler avec elles. Comment peut-on agir? Donc, je vais juste me mettre dans cette perspective-là. Dr Vagri, lors de la présentation, elle disait aussi qu'elle parlait d'un ancrage biologique des enfants. Puis elle disait, le milieu dans lequel un enfant se développe va... puis là, je vais le lire parce que c'est presque poétique, mais elle dit... Pardon. La qualité du milieu dans lequel l'enfant grandit s'infiltre sous sa peau, devient biologiquement ancrée et laisse une empreinte sur son développement. Si moi, je prends une perspective intersectorielle et que je suis dans une volonté de regarder ce parcours de vie, je me dis, il y a des milieux dans lesquels les tout-petits gravitent et on a le pouvoir collectif de modifier et de permettre d'offrir les meilleurs milieux de vie pour qu'ils puissent se développer, puisque c'est comme ça qu'on va éventuellement renverser les vapeurs des inégalités et permettre à ces enfants-là de devenir des êtres humains, donc des adultes contributifs à la société et en pleine santé. Oui, parfait, ça marche. Donc, comment peut-on agir? Et là, c'est une diapo qu'on a préparée qui croise en fait 4 grandes stratégies qui font consensus dans la littérature, mais qui se valident avec aussi les gens sur le terrain. Donc, comment on agit pour la petite enfance ensemble dans une perspective d'offrir en fait un parcours des plus convivial dans le développement puis qui donne les chances à tous les tout-petits de se développer de façon optimale. Mais en fait, ce qui fait consensus autant dans la littérature que sur le terrain, c'est ces 4 angles, donc ces 4 stratégies qui doivent travailler en synergie. Donc, on a parlé de l'agir tôt. Je pense qu'on est convaincu de l'impact que ça a sur le développement, donc ce que le Dr Saint-Pierre partageait. Puis tout à l'heure, Marie-Claude Dufour, qui va présenter après moi, va mettre ça dans un continuum encore plus près d'une réalité familiale. Donc, vous allez pouvoir avoir la vue d'ensemble, mais je pense que l'agir tôt est assez bien détaillé dans les présentations. Donc, il faut agir tôt dès le début de la grossesse. Après, on parle de briser les silos. Je pense qu'en perspective de santé durable, de développement durable, c'est une clé assez importante dans les silos entre les réseaux, les différents acteurs qui ne se parlent pas suffisamment. Donc, comment on peut soutenir la formation de passerelles et les organisations telles que le collectif, mais il y en a plein d'autres organisations comme ça, c'est à ça qu'elles s'activent. Donc, le travail de faciliter l'informel à travers les organisations formelles. Et tout à l'heure, Marie-Claude va proposer des pistes d'action par rapport à ça qui sont très complémentaires à cette réflexion. Longtemps, on ne pensait pas aux conditions de vie comme étant un des impacts sur le développement des tout-petits. On le voyait de façon très globale. Donc, oui, bien sûr que les conditions de vie affectent le développement humain puis la capacité aux êtres humains à être bien. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il faut assurément le mettre dans les grandes stratégies pour les tout-petits et le développement. S'assurer donc d'offrir des conditions de vie optimales pour les tout-petits. Donc, bien sûr, un logement abordable, mais aussi de taille. Et là, il y a des experts plus experts que moi, mais donc, on parle de logements qui sont dans une bonne dimension pour toute la famille, d'avoir les capacités économiques, de pouvoir assumer ses frais, d'avoir la sécurité alimentaire. Donc, Dr Saint-Pierre en parlait tout à l'heure, l'impact que ça peut avoir sur le développement. Donc, ça, c'est vraiment de l'introduire dans les actions, pas seulement dans le développement psychomoteur et le développement des types plus de stimulation des enfants, les conditions de vie ont un impact durable sur leur développement. Et les approches de proximité, donc il y en a une multitude d'approches de proximité, mais ne serait-ce que l'organisme communautaire, la porte ouverte qui va permettre aux familles de venir, mais aussi aux approches de proximité qui vont aller vers les familles pour aller les chercher là où elles sont. Donc surtout lorsqu'on cumule des vulnérabilités, des fois, on est un petit peu plus isolé. Donc, on parlait d'isolement tout à l'heure. On se recroise dans nos concepts quand même. Donc, ces 4 stratégies de façon synergique, c'est quand même pas une mince affaire. Ça prend du temps. Mais déjà, de se mettre dans cette posture-là dans notre société, puis de dire qu'on s'engage à le faire, c'est un pas vers la réussite de ça. Et ça, bien, moi, je le porte. J'y crois. Puis c'est ce que je venais vous transmettre aujourd'hui. Pourquoi agir ensemble? Je l'ai un peu mentionné de façon théorique. Peut-être que ce que je voudrais aborder ici, c'est davantage l'importance de s'arrimer. Donc, une fois qu'on a mis tous ces concepts-là en place,
Qu'est-ce que ça fait? Bien, une fois qu'on s'est assis ensemble, tout le monde, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se partage des savoirs. Et ce qui est un grand enjeu quand on parle des tout-petits, c'est qu'ils ont des besoins transversaux. Donc, c'est important de penser à des politiques qui vont être structurantes pour les tout-petits, mais qui vont aussi avoir une vision transversale, donc une complémentarité dans la vision des politiques qui est arrimée aux connaissances et aux savoirs terrain. Donc, c'est un peu le travail de faire cette roulade d'informations puis de regards croisés entre l'arrimage des politiques, les forces qui existent dans les sociétés et les enjeux qui sont en temps réel vécus par les familles. Je pense que là, le contexte dans lequel on s'inscrit au niveau des enjeux politiques et sociaux sont importants à considérer sur l'impact du développement des tout-petits. Donc, comment on peut avoir accès à comment ils vont? Mais c'est en travaillant ensemble, en étant connectés avec les organisations et de pouvoir informer nos décideurs de comment ça se passe pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins avec les capacités qui sont disponibles. Donc, les forces du travail collectif. Donc, c'est un peu ce que je commençais à résumer, l'importance d'avoir accès aux différents savoirs, de façon formelle, mais de façon informelle aussi. Donc, à travers les arrimages, la collaboration des différents réseaux, bien sûr qu'il y aurait des cadres de collaboration officiels à développer entre les réseaux étatiques et non étatiques. Il y a des moyens, des mécanismes à encore faire travailler, mais déjà de pouvoir interpeller l'intelligence collective pour savoir comment ça se passe, croiser à de la donnée, quand même, les savoirs scientifiques très, très importants. Il faut savoir qu'au Québec, on a la chance d'avoir des observatoires, des données qui ne sont pas toujours accessibles, mais qui sont vulgarisées. Et pour les tout-petits, c'est aussi porté par une organisation qui nous permet de porter ce regard-là sur l'état des choses. Donc, en croisant les savoirs étatiques, les savoirs pluriels du terrain, on arrive à pouvoir mettre justement des écrous qui vont faciliter la circulation d'informations et éventuellement percoler jusqu'à s'appliquer sur les pratiques et donc bénéficier sur le développement des enfants. Donc, c'est un effet entonnoir assez particulier, mais qui a quand même porté ses fruits dans notre société, bien qu'il reste du travail à faire. Je terminerai en remettant cette diapo-là ici. En regardant la vision intersectorielle, bien, en fait, ce qu'il faut surtout garder dans notre ligne de mire, c'est que c'est un effet qui s'amplifie dans la collaboration si on garde le tout-petit et sa famille au cœur de notre regard collectif. Mais les conditions de vie comme étant un des leviers importants pour offrir à ces enfants-là de se développer et de pouvoir agir ensemble. Donc, ce qu'on se dit, c'est que la collaboration, elle est essentielle, mais aussi indispensable dans cette perspective-là. Donc, c'est un travail continu. Certaines des mesures vont avoir un impact direct sur les enfants, mais il faut les combiner à ce qui est permissible aux parents et donc comment ça va percoler sur leur qualité de premier éducateur, leur capacité à jouer ce rôle-là pleinement, puis en plus, et en terminant, dans une capacité d'agir de façon collaborative et intersectorielle. Donc, c'est un grand chapeau que je porte, qu'on s'est éloigné du microscopique de l'impact du développement sur le cerveau, mais c'est important de le mettre en perspective aussi parce que c'est un des moyens qui nous permet d'avancer comme société. Puis, bien qu'au Québec, on a fait et on a des mesures incroyables sur le développement des enfants pour notre société, il reste du chemin à faire et c'est à ça qu'on s'engage, nous. Il y a plusieurs membres du collectif qui sont dans la discussion ici aujourd'hui, mais dans une volonté de continuer davantage. Merci. Merci, Lise. Merci beaucoup. Puis, j'écoutais ta présentation, ça me rappelait de vous rappeler d'aller sur le site de sommetsantédurable.ca, s'il vous plaît, parce que l'importance du logement pour les familles, pour les ménages, d'aller remplir le questionnaire, s'il vous plaît, de consultation prébudgétaire. On a besoin de vous, de votre appui pour insister auprès du gouvernement. Alors, on va enchaîner avec Marie-Claude Dufour. Marie-Claude Dufour, elle est bachelière en psychoéducation. Elle a longtemps œuvré à la Société canadienne de sclérose en plaques et elle est maintenant directrice générale du réseau des centres de ressources périnatales du Québec et elle va nous parler de santé mentale périnatale,
miser sur la prévention et l'accompagnement des parents. Très intriguant, Marie-Claude. La parole est à vous. Est-ce qu'on m'entend bien pendant que je Oui, vais chercher ma présentation? Excellent. on vous Parfait. entend et on vous voit. Et est-ce qu'on voit ma présentation? Absolument. Excellent. Donc, ben, merci pour l'introduction. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi, quoique j'aurais nettement préféré être en personne, mais bon, voilà. Donc, ben, en commençant, je vais vous parler un tout petit peu là, du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. On aura 25 ans cette année, un petit peu plus tard en septembre. Le réseau, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble, mobilise et soutient ses 28 membres, donc qui sont tous des centres de ressources périnatales ou CRP pour les intimes, qui sont répartis dans 16 régions du Québec. Donc, les CRP, ça fait quoi? Bien, en fait, les CRP sont des organismes communautaires qui soutiennent les futurs et nouveaux parents. Donc, durant les 1000 premiers jours de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. Nous, le réseau, bien, on voit aussi à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire. Puis, bien, comme on est alimenté par l'expérience et la force de nos membres, bien, on fait aussi des représentations auprès des décideurs à propos d'enjeux que peuvent vivre les parents durant la période périnatale. Et on fait aussi de la sensibilisation dans des événements tels que celui d'aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est une petite carte, pas une petite, une carte du Québec. Vous voyez la répartition là, des 28 CRP au Québec. Je tiens à dire que, en fait, on a quand même grossi là, dans les 2 dernières années. On a ajouté plusieurs membres là, pour couvrir 4 régions supplémentaires. Donc, on en couvre présentement 16 sur les 17 régions. Donc, là, pardon. Évidemment, je ne lirai pas là, toutes les activités ici. Donc, vous voyez, c'est une liste qui n'est pas exhaustive des activités qui sont offertes là, par les centres de ressources périnatales, toujours selon les besoins des familles sur le territoire. Je dirais par contre que ben, cette offre-là permet aux futurs et aux nouveaux parents de recevoir de l'information fiable et à jour et aussi d'être mieux outillés là, pendant la grossesse, la naissance et bien sûr la vie avec bébé. Ils reçoivent à travers ces activités-là que vous voyez à l'écran du soutien concret par des personnes qui sont formées pour en fait, les outils, les aider à traverser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. J'ajouterais aussi que ces activités-là permettent ben, de briser l'isolement, de rencontrer d'autres parents, mais aussi de normaliser le vécu des parents. Donc, les CRP sont des organismes qui agissent en prévention et en promotion de la santé et du bien-être. J'aimais beaucoup l'analogie de Dr Saint-Pierre en introduction là, avec le protégez-vous. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas trop là, dans quelle aventure on s'embarque quand on décide d'avoir un enfant. Donc, voilà, dans les CRP, on peut aller chercher du soutien auprès de notre communauté. J'aimerais glisser un mot, peut-être en complément là, de ce qui a déjà été dit sur ben, la périnatalité. C'est une période charnière, pardon. Donc, je pense que le Dr Saint-Pierre a bien fait la démonstration là, du fait que c'est un moment clé dans le développement de l'enfant, qu'il y a des facteurs là, génétiques et environnementaux qui interagissent. Je ne répéterai pas non plus là, ce qui a été dit par rapport à l'alimentation, puis bon, aux facteurs qui influencent le développement. Je vais plutôt appuyer que c'est le meilleur moment pour soutenir les parents et leur offrir les conditions idéales là, pour que leur enfant grandisse dans les meilleures conditions possibles. Et j'ajouterais aussi que ben, pour les parents, ce que ça apporte, en fait, le fait d'avoir un bon environnement et d'être bien soutenu, bien, ça va leur donner un sentiment de confiance, de satisfaction et de bien-être. Donc, ça va venir influencer aussi, évidemment, là, le développement de leur tout petit. Donc, la périnatalité ou les 1000 premiers jours, c'est une période de vulnérabilité qu'on dit universelle. Donc, c'est un moment qui marque un changement important dans la vie des parents. Et c'est aussi une période de grande adaptation et de vulnérabilité pour l'ensemble des parents. Grande adaptation, ben, c'est sûr que
tout change. Si vous avez des enfants, vous le savez, ou si vous côtoyez des parents aussi. Donc, pour les mères comme pour les pères, le fait de devenir parent, ça représente une expérience émotionnelle assez intense où vont se côtoyer ben, à la fois des sentiments de joie, de stress, de l'inquiétude, de la fatigue aussi, face aux nouvelles exigences de la parentalité. J'ai ajouté ici une citation là, prise dans une étude. Je trouve que ça démontre bien là, le propos. Donc, la période périnatale comporte des dimensions biologiques, psychologiques, sociales et cognitives de vulnérabilité et implique de nombreux besoins qui conduisent à une situation de vulnérabilité lorsqu'ils ne sont pas comblés. Donc, je m'excuse, je vais suivre mes notes, je m'étais préparée en fonction d'être en personne avec vous. Donc, si on poursuit sur la notion de vulnérabilité universelle, on en a parlé, l'arrivée de bébé s'accompagne de changements importants. Pour la femme enceinte, bon, les transformations vont d'abord être physiques et hormonales. Mais il y a aussi toute la notion, là, c'est pour les deux parents, d'intégrer une nouvelle identité, hein, celle de père et de mère. Donc, il y a évidemment beaucoup de changements dans toutes les sphères de la vie des parents, donc autant au sein du couple que des relations sociales et professionnelles. Évidemment, quand on est en congé parental, bon, on ne côtoie pas nécessairement là, notre réseau professionnel. Puis, bien, dépendamment de nos relations sociales aussi, est-ce que notre réseau a aussi des enfants? Est-ce qu'ils sont plus vieux? Donc, on peut vivre de l'isolement aussi durant cette période-là. Notre entourage peut être moins présent. Nos loisirs également vont être chamboulés. J'ajouterais que l'arrivée de bébé peut être synonyme de deuil, donc deuil peut-être de notre vie d'avant, de l'enfant parfait, de l'accouchement rêvé, de notre rôle idéalisé de parent, parce que bien sûr, on n'est pas toujours dans la réalité le parent qu'on s'imaginait qu'on allait être. Donc, on a eu des modèles autour de nous, puis je pense que chaque parent s'est déjà dit en observant un comportement, ça, moi, je ne ferai pas ça. Puis là, après, quand tu reproduis des choses que tu as vues et que tu n'as pas appréciées, ben voilà, il y a quand même un petit deuil à faire à ce niveau-là. Donc, on y arrive à la santé mentale. On dit qu'une femme sur 5 va développer une dépression postpartum. Dans les conversations que j'ai eues dans les derniers mois avec des psychologues et des psychiatres, on n'est pas encore tout à fait sûr là, de l'impact de la pandémie, là, de la COVID-19 et les années plus difficiles qu'on a eues sur la santé mentale, mais ce serait peut-être un petit peu plus que ça là, dans le moment. On dit que 70 à 80 des femmes vont présenter dans les premières semaines de l'irritabilité, pardon, de l'anxiété et des sauts d'humeur, donc le fameux baby blues, qui est distinct, là, bien sûr, de la dépression postpartum. La dépression postnatale toucherait aussi 10 des pères, donc c'est pas non plus négligeable là, du côté des hommes. Et les troubles anxieux seraient beaucoup plus répandus. Donc, on le sait, il y a quand même une certaine pression de performer comme parent qui est présente. Ben, il y a aussi une inquiétude pour notre bébé. Puis, ben, quand les conditions idéales ne sont pas réunies, voilà, le stress peut embarquer. Ce que j'aimerais apporter, c'est que c'est important de considérer la santé mentale autant que la santé physique durant cette période de façon universelle. Donc, quand je dis universelle, ce n'est pas seulement auprès des parents ou des personnes qui ont déjà des facteurs de vulnérabilité préétablis qu'on a vus dans les autres présentations, parce que durant cette période-là, ben, tout le monde peut être touché là, par différentes problématiques au niveau de la santé mentale. Donc, comment l'accompagnement peut-il faire une différence? Bon, je vous l'ai nommé d'entrée de jeu, le réseau des centres de ressources périnatales, on regroupe des organismes communautaires, donc qui interviennent directement auprès des parents. L'été dernier, on a mené un sondage auprès des parents qui fréquentaient à ce moment-là ou qui avaient déjà fréquenté un centre de ressources périnatales. Notre objectif, c'était de mieux comprendre leurs besoins et
comment justement l'accompagnement en fait, les services d'un CRP avaient fait une différence dans leur parcours. Je vous ai mis, en fait, surligné en gras, c'est ce qui ressortait et dans les petits points, là, c'est des citations. Donc, il y a quelques diapositives, là, je ne lirai peut-être pas toutes les citations, mais certaines là, qui sont peut-être plus intéressantes. Donc, premièrement, ce qui ressortait le plus de ce sondage-là, c'était que les services avaient permis de briser l'isolement, socialiser et aussi normaliser le vécu. Donc, une mère nous a dit, ben, la rencontre de maman presque chaque semaine au café rencontre m'a permis de socialiser et de normaliser certains événements que je vivais au quotidien. Donc, c'est pas banal quand on est seul à la maison avec notre bébé, on a une situation XY par rapport à notre conjoint ou notre conjointe ou notre famille. Donc, le fait de pouvoir aller dans la communauté et de côtoyer d'autres parents, ben, on voit que ça fait une différence. Ensuite de ça, ce qui ressortait, c'était le fait d'être mieux informé et préparé pour tout ce qui avait trait à la grossesse, l'accouchement et la parentalité. Donc, on a un papa qui nous a dit que la préparation à la naissance l'avait beaucoup aidé à être présent pour sa femme. Et il y a aussi une maman qui nous disait, j'ai le sentiment d'être comprise, soutenue, épaulée, guidée, supportée, informée. C'est des mots qui sont très forts, en tout cas à mon sens, à moi, pour cette période-là qui permettent aux parents de se sentir plus outillés pour faire face à la vie avec bébé. Ensuite de ça, on avait recevoir un soutien émotionnel et psychologique pour traverser les difficultés. Donc, j'attirais votre attention sur la deuxième citation qui nous dit que j'ai accès facilement à des professionnels et à d'autres mamans avec qui échanger sans jugement et apprendre. La notion de jugement est quand même importante. Ça peut être très libérateur pour un parent d'avoir accès à du soutien de d'autres personnes qui, dans un espace où on sent qu'on n'est pas jugé par rapport à parfois notre entourage, on ne s'ouvre peut-être pas nécessairement là, sur tous les sentiments qu'on peut vivre contradictoires dans notre parentalité. Il y a d'autres parents qui nous ont dit que, en fait, ça ressortait beaucoup là, le fait d'avoir du répit. Donc, les centres de ressources périnatales offrent tous un service de relevailles à domicile. Ça consiste c'est une assistante périnatale qui se rend à domicile pour soutenir la famille, donc que ce soit donner des soins au bébé ou faire quelques légères tâches ménagères, aider à la préparation des repas. Mais c'est surtout une oreille qui est à la maison quelques heures par semaine pour offrir du soutien concret. Et on a une maman qui nous disait que son père était tombé en dépression sévère suite à leur premier enfant. Ils avaient reçu de l'aide de façon remarquable, douce, empathique et soutenue. Nous avons pu respirer un peu l'instant, quelques heures par semaine, ce qui était génial. Sans ces ressources, la maman serait peut-être tombée aussi. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Quand il y a un parent qui éprouve des difficultés au niveau de sa santé mentale, bien, on veut venir soutenir les deux, mais aussi le parent qui n'est pas affecté là, par un trouble et qui est en fait, pour aider toute la famille. L'accompagnement permet aussi aux parents de se sentir à l'aise et compétents dans leur rôle. Donc, on nous disait que elles, en parlant des intervenantes, m'ont permis de me faire davantage confiance. Et c'est certain que le sentiment de confiance en soi fait une énorme différence dans la vie de tous les jours pour tout le monde, mais surtout, surtout pour les parents quand on est un nouveau parent et qu'on a à s'occuper d'un nouveau-né. En dernier, donc il y avait aussi le développement du lien d'attachement avec bébé. Donc, à travers différentes activités, que ce soit yoga, parent-bébé ou massage bébé, donc c'est des belles opportunités là, de faire des activités avec bébé, de développer ce lien-là avec lui que peut-être parfois seul à la maison, on ne sait pas trop là, quoi faire avec notre nouveau-né. Donc, ce qui ressort de ces constats-là, c'est qu'en fait, ben, tout ce que les centres de ressources périnatales disent qu'ils font, les parents le ressentent. Donc, nous, ça nous a permis de constater que sur le terrain, ben, la mission est accomplie.
Maintenant, Élise l'a dit d'entrée de jeu, je voulais parler de quelques petites idées pour faire mieux, travailler mieux ensemble. Donc, on suggère de renforcer les liens et les mécanismes de référence entre le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire. Bon, comment on fait ça? Premièrement, en connaissant, mais aussi en reconnaissant le rôle et l'expertise complémentaire des deux parties. Donc, le milieu communautaire emploie souvent, ce ne sont pas des professionnels de la santé, mais ce sont aussi, par contre, des personnes qui ont de l'expérience et en fait, là, des formations diverses là, qui leur permettent d'intervenir auprès des parents. Et ils sont très connectés sur la réalité des parents et leurs besoins. Donc, voilà. Ensuite de ça, faire du référencement dans les deux sens, évidemment. Faire connaître et référer aussi rapidement vers les ressources du milieu communautaire qui offrent des services en périnatalité, donc en prévention. Vous l'avez vu dans les services un petit peu plus tôt, il y a des cours prénataux qui se donnent dans plusieurs CRP. Donc, c'est souvent une offre de services qui est très complète et qui s'ajuste, là, évidemment, avec toute la littérature. Toutes les activités nommées aussi, donc les cafés-rencontres, tout ça, c'est des activités de prévention. On n'a pas besoin d'avoir un problème de santé mentale pour se présenter dans les services et avoir besoin de socialiser, de connecter là, avec d'autres parents. Ensuite, assurer une continuité des soins pour les parents, donc une prise en charge rapide des parents en détresse. Bien évidemment, nos intervenantes sont formées là, pour pouvoir détecter, je ne dis pas dépister parce que ce n'est pas le cas, mais détecter les parents qui sont peut-être à risque là, de vivre plus de détresse. Et ainsi, on peut référer là, vers le milieu de la santé. Officialiser les ententes de collaboration, donc pour éviter que les ententes reposent uniquement sur les personnes en place. Et finalement, comme Élise en parlait tout à l'heure, avoir des espaces formels de concertation intersectorielle. J'enchaîne, je n'ai pas regardé l'heure, je vais essayer de faire rapidement, il me reste deux diapositives. On pense aussi qu'il faut former et outiller les intervenants et les professionnels du réseau de la santé et du milieu communautaire qui travaillent avec les parents durant la période périnatale en matière de santé mentale périnatale pour, j'en parlais tout à l'heure, détecter et dépister les symptômes de dépression et d'anxiété. Je dirais aussi là-dessus que c'est quand même important de distinguer donc, les symptômes de dépression et d'anxiété du baby blues qui est pour sa part à lui tout à fait normal. Donc, il faut connaître et reconnaître les facteurs de risque qui sont présents et faire de la sensibilisation, donc inclure la santé mentale dans le discours. Et enfin, comme aujourd'hui, sensibiliser la population aux enjeux de santé mentale qui sont particuliers là, à la période périnatale, possiblement via une campagne sociétale. Je termine en vous parlant d'un projet, en fait, qui a vu le jour hier. Donc, on a rendu public le livre blanc du milieu communautaire sur la périnatalité au Québec. Donc, en collaboration avec 4 autres partenaires qui sont signataires. Vous les voyez ici, là, je ne les nommerai pas. D'ailleurs, la plupart sont membres du collectif Petite Enfance. Donc, ce livre blanc-là fait état de préoccupations communes au sujet de l'accompagnement des familles durant la période périnatale. On donne des pistes d'action et des initiatives inspirantes issues du terrain. Et on émet aussi 22 recommandations pour l'amélioration des pratiques. Ce livre blanc-là sera déposé cette semaine à titre de mémoire prébudgétaire pour le gouvernement. Et ça se veut un peu une carte de visite du milieu pour susciter des réflexions et des discussions collectives pour améliorer les pratiques. C'est ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Merci d'avoir été présente en virtuel et je vais inviter Dr Saint-Pierre, Julie et Élise Bonneville à participer également à cet échange de discussion, de questions. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à nos conférencières?
Ah oui, j'ai une question de Françoise Ruby pendant que vous vous installez, effectivement. Merci. Il y a la journaliste Françoise Ruby qui nous a fait parvenir une question en ligne, journaliste à 100 degrés, qui demandait donc à toutes les présentatrices de ce bloc comment s'assurer que les femmes et leurs proches qui en ont le plus besoin aient accès aux ressources en place. Quelqu'un veut se lancer? Françoise, elle a toujours des bonnes questions. Oui, effectivement. Donc, moi, je pense que c'est une piste de réponse, mais il y en aura certainement d'autres. Mais c'est certainement par la diffusion, l'éducation de la population sur qu'est-ce qui est déjà disponible. Puis, effectivement, là, d'aller mieux éduquer notre population à cette fenêtre d'opportunité-là qui est encore très méconnue au Québec. Puis, je dirais que c'est par là que je pense qu'on doit commencer. Mhm. Julie, mais est-ce que les intervenants, tu sais, terrain, ils sont aussi au courant de certaines ressources qui Bon, puis existent? Pas tout c'est le un temps. bon point. C'est un très bon point, Hélène, que tu soulignes, parce que j'avais encore un exemple cette semaine. Ma nutritionniste, elle me dit, en petite enfance, elle me dit, Julie, elle dit, les filles de la pédiatrie sociale, puis les autres de tel milieu à Montréal n'étaient pas au courant. Ben, j'ai dit, voyons donc, on a présenté en 2017, 2018, on est allé les rencontrer un petit peu partout. Mais il y a eu tellement de roulements. Puis, puis encore là, on n'a pas de répertoire non plus, je pense, assez étayé. Puis, tu sais, beaucoup d'entre nous aussi, on vit sur des subventions d'année en année. On ne sait jamais si on va avoir notre argent l'année d'après pour continuer. Fait C'est qu'on est précaire. plus ou moins crédible aussi aux yeux de certains intervenants. Donc ça, c'est tous des problèmes ou en fait, des constats à partir desquels on peut trouver des solutions. Donc, répertoire, s'assurer que les nouveaux intervenants sont au courant de nos services. Donc, on doit, en plus d'offrir des soins puis d'être près des gens, ça veut dire qu'on doit aussi se publiciser puis être capable de rejoindre tous les autres Oui, milieux. faire Donc, connaître nos c'est services, important de absolument. Élise ou Marie-Claude, vous voulez ajouter? Je peux y aller, Élise, si ça te met, ça te met à l'aise. Je vais faire du pouce sur ce que Dr Saint-Pierre disait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, oui, de la sensibilisation, oui, formation, outiller les intervenants. Puis, effectivement, c'est toujours à recommencer parce qu'il y a un roulement personnel. J'ajouterais également d'en parler en fait, dès l'adolescence, donc aux parents, aux futurs parents. Là, on ne souhaite pas qu'ils soient des parents à l'adolescence, mais dans le fond, de ce que ça peut impliquer, puis dans notre communauté. Donc, on parle vraiment de prévention très tôt, mais en sachant non seulement ce qui peut nous attendre, mais aussi quelles sont les ressources en place. Bien, quand la décision est prise d'avoir un enfant, à ce moment-là, on peut se tourner tout de suite vers les bonnes ressources puis avoir l'aide dont on a besoin. Donc, c'est sûr que c'est de l'éducation aussi, je pense, populaire là, qui va aider à travers toutes les autres, toutes les autres solutions qui ont été mentionnées. Absolument. Peut-être Merci. que je terminerai avec, quand même au Québec, on a mis en place un avis de grossesse qui permet, bien sûr, pour certaines populations de pouvoir avoir des services plus directs dès le début de la grossesse, mais toutes les femmes enceintes sont invitées à s'inscrire sur l'avis de grossesse et il y a un travail qui est en train de se mettre en place parce que, bon, ce sont des grandes structures, mais il y a il y a vraiment une collaboration de plus en plus forte entre les différentes régions et les CIS et les CIUS au Québec pour permettre ces arrimages-là, puis du moins ce référencement-là vers des services. Donc ça, c'est quand même tout nouveau. Ouais. Ça fait... Moi, j'ai perdu la notion du temps depuis la pandémie, fait que je ne sais plus, mais 2 ans, on me dit 2 ans, Pas toute merci, seule, c'est ce que Élise. j'allais dire. Mais... On est plusieurs. Oui, je pense que oui, hein. Mais oui, donc depuis 2 ans, on a quand même Oui, les ce réseaux sociaux projet aussi. intéressant qui peut être en complémentarité avec ce que les partenaires disaient là. Voilà. Merci. Thomas, si tu permets, moi j'ai une question ici dans la salle. Oui, puis nous, de notre Monsieur. côté, on en a 3. Ah bon, ben alors, j'ai parlé en premier. Monsieur. Alors, Paul Maquet, rue Sécure.
Dans le milieu des transports, c'était comme un lieu commun que les enfants pouvaient pas apprendre à avoir une bicyclette, à rouler en bicyclette avant genre 7, 8, 9 ans. On a découvert durant la pandémie, c'est ça, que des enfants en aussi bas âge que 2 ou 3 ans réussissaient à maîtriser les compétences pour circuler en vélo. Parce que ben, les enfants étaient à la maison, ils n'étaient pas en garderie ou à l'école. Les parents étaient à l'école, c'est-à-dire à la maison, donc il y avait le temps d'enseigner. Et puis en plus, ben, il n'y avait pas beaucoup de circulation dans les rues. Alors, ça faisait un environnement sécuritaire. Alors, je me demandais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça? Là, en tout cas, moi, il me semble on découvre des potentialités en bas âge auxquelles on ne s'attendait pas parce que là, on avait créé temporairement un milieu fort propice pour les jeunes enfants. Là, je me dis, ma question, c'est pour Mme Bonneville, c'est ça, là? Je ne suis pas sûr qu'elle écoute. Oui, elle a écouté parce qu'elle a dit moi. Mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer, c'est ça, de Mhm. cette expérience-là qu'on a vécue? Puis est-ce que ça va retomber, là? Maintenant qu'on n'a plus les conditions de la pandémie, ben, on va penser que les enfants, ben, il faut attendre à 7, 8, 9 ans, c'est ça, pour leur enseigner. Ou est-ce qu'il y a d'autres potentialités, c'est ça, qu'on devrait découvrir? Alors, Oui. voilà. Il y avait le Alors, trotibus aussi. Élise a commenté. En fait, c'est grâce à des gens qui étaient assis et encore là cet après-midi. C'est beaucoup en travaillant avec les municipalités, avec la sécurisation des milieux physiques. Alors, plus on va être capable de travailler en collaboration, de manière intersectorielle, avec une vision de santé durable, plus on va pouvoir avoir nos petits loulous qui vont se promener et qui se promènent encore dans les parcs avec ces petits vélos-là sans pédale, là, puis qui vont très, très vite. Mais moi, je suis toujours fascinée de les voir arrêter comme ça sur le coin de la rue puis d'attendre les parents pour traverser. Mais il Oui, y en a même qui ont des pédales, là. Il y a oui, il y en même a une à pédale. compétition à Québec, le Vélirium, qui ont ouvert un champ pour les enfants de 2 et 3 ans. Il y a une catégorie pour les courses, c'est ça, pour des enfants à bicyclette à pédale, Mon 2, Dieu, 3 ans. future discipline olympique. C'est formidable. Non, mais effectivement, puis il y a aussi la mise en place de corridors scolaires sécurisés. Et puis, il y avait la Société québécoise du cancer, je crois, canadienne, qui avait mis sur pied aussi le trotibus pour accompagner, en fait, pour favoriser le transport. C'est pas l'affaire de vélo, mais d'amener les enfants à se déplacer activement pour se rendre à la garderie ou à l'école. J'ajouterais aussi qu'il y a des initiatives dans certaines Juste un instant, municipalités. Diane, parce Est-ce qu'on que- ne vous entendra pas. Juste un instant. Oui, euh, c'est Marie-Claude Moi? que j'entendais ou Non, c'est... c'est Élise. Vas-y, Élise, oui. Oui, est-ce que je peux compléter ou on manque de temps, ça va? Non, non, complète, complète. OK, parfait. Bien, en fait, on sait aussi qu'il y a des initiatives dans certaines municipalités, puis à Montréal, il y en a quelques-unes. C'est des secteurs qui sont dédiés à l'apprentissage au vélo pour les tout-petits. Vous en avez un où? À la maison de santé. Ah, bon, mais à la maison de santé, il y en a un. À Drummondville. Je sais que dans le parc La Fontaine, il y en a un aussi. Donc, on reproduit la signalisation routière à la dimension, à la hauteur des tout-petits, puis on apprend la signalisation routière pour les vélos, tout ça. Donc, il y a quand même de ces initiatives-là qui prennent place, je pense, dans Tétroville. Bref, il y a quand même à Sherbrooke. Merci, merci. Donc, voilà, il y a aussi ces initiatives-là qui permettent le développement des apprentissages. Thomas, je te laisse gérer des questions de ton auditoire au Jardin botanique. Merci. Ça va être une gestion très courte, c'est à vous. Oui, bonjour, Paul Lebel, je travaille sur le vieillissement. Je venais juste vous remercier parce que le travail que vous faites pour les tout-petits et les jeunes va nous permettre d'avoir des aînés en pleine forme, entre autres au niveau de la santé cognitive. Alors, merci beaucoup pour ce travail. L'autre élément de commentaire, on parle beaucoup d'intersectoriel, mais j'ai hâte qu'on parle d'intergénérationnel. Alors, à une prochaine sur ce thème extrêmement important pour nous, qui a démontré beaucoup d'évidence de résultats très intéressants, notamment sur la réussite scolaire. Au risque de me répéter, l'an dernier, à la suite des présentations, j'avais fait le commentaire, on n'utilise pas encore assez nos aînés au Québec pour accompagner nos jeunes parents. Je le redis pour les nouveaux de cette année, et je ne ferai pas de montée de lait là-dessus comme l'année passée, mais on a vraiment besoin de nos aînés
il y a des gens, moi, à travers le film, j'ai pu voir des gens au Nunavik, à Manawan, des aînés collaborer, vraiment nous donner des grandes sources d'inspiration pour en faire autant, nous, autant du côté urbain que du côté rural. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on veut vraiment apporter dans les prochaines années. On continue de notre côté. Juste un petit commentaire. Vas-y. Il faudrait aussi que nos aînés aient envie d'aller avec nos enfants. On a vu un dernier cas à Québec dernièrement avec justement en fait des maisons de personnes âgées qui ne voulaient pas avoir de CPE juste à côté de chez eux. Donc c'est un travail dans les deux sens d'une certaine manière. Allons-y. Belle intervention. Cathy Vaillancourt, je suis professeure à l'INRS. Je travaille sur le placenta, entre autres. En fait, j'ai bien aimé vos 3 présentations et moi aussi, un répertoire des ressources nous aiderait grandement aussi, même sur le terrain. J'avais deux questions. Il y avait celle, on le voit puis on le sait que l'accompagnement durant la grossesse, l'accompagnement durant la période périnatale, c'est important. Mais comment faire pour qu'en situation de crise, comme durant la pandémie, tout ça ne disparaisse pas? Ou est-ce que dans un moment où c'est important, parce que ça a été complètement perdu de vue à ce moment-là? Et l'autre intervention que j'avais, on sait que ça passe souvent par l'éducation, donc on entend beaucoup parler de la petite enfance, moins tout du volet d'obstétrique et l'obstétrique sociale et avant. Et je lance l'idée comme ça, est-ce que ça pourrait pas être des cours aussi qui sont donnés à l'école au lieu de l'éducation sexuelle, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi des cours à l'éducation pas la parentalité, mais à vivre avec les enfants et savoir en très bas âge que justement ce qui se passe dans les 1000 premiers jours. Là. Je peux commencer, là. Je vais avoir l'air de celle qui veut tout le temps parler, mais bon, on a plein de choses à dire toutes les 3 là-dessus, c'est clair. C'est sûr que l'éducation populationnelle, c'est quelque chose qui, à mon humble avis, est un pilier fondamental pour avoir un changement de perception, de connaissance au niveau de la société. Maintenant, après ça, il y a de la formation qui doit se faire au niveau des professionnels, il y a de la formation à gauche et à droite comme ça. Mais je vous dirais que ce qu'on a vu pendant la pandémie pour les tout-petits, puis on les voyait moins dans les cabinets, mes collègues vous diraient la même chose. C'est toujours très inquiétant, hein, parce que moins il y a de signalements, plus après ça on ramasse les pots cassés. Donc, et ça touche aussi les moins de 2 ans. Hein. Je m'excuse, c'est plate, je vais peut-être vous donner mal au cœur, mais ça existe chez les moins de 2 ans, la négligence puis la maltraitance. Donc, tous ces traumas-là, nous, on a ouvert nos portes du côté de la pédiatrie générale en disant, écoutez, vous êtes immigrants de première génération, vous n'avez pas de famille, les frontières sont fermées, on va faire le suivi de votre enfant chez nous en multidisciplinarité, puis on va vous accompagner du mieux qu'on peut. On n'est pas un grand-parent, on n'a pas la dimension affective, mais on fera notre mieux. Puis des initiatives comme ça, il y en a eu un petit peu là, à gauche et à droite. Julie, je suis tellement désolée. Je vois tous les gens qui sont devant moi qui veulent poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais tu nous as dit qu'il y en avait juste un tantôt. Bon, c'est ça. Ben oui, non. Continue, finis ta phrase quand même, là, je m'excuse. C'est des initiatives qui étaient non soutenues. Donc, c'était vraiment comme on pouvait. Merci. Merci, Julie. De notre côté, on a encore une question. Allez, on va allonger de 2 minutes, Thomas. Vas-y. Fantastique. Julie, c'est à toi. Dans le même sens j'abonde dans le même sens que Paul. Félicitations, bravo, j'ai adoré vos 3 présentations. Moi, je reviens à mes cochons d'Inde. En fait, dans les études scientifiques, les jeunes adultes sont les populations souvent les plus vulnérables à la solitude en ce moment. Et évidemment, les parents de jeunes enfants
Puis je pense que c'est ressorti clairement comme un enjeu. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer, changer un peu la norme sociale, puis de créer une espèce de promotion de l'importance des liens sociaux, et de promouvoir ces liens sociaux, parce qu'on est tous gênés de dire « je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de réseau ». C'est honteux d'aller chercher de l'aide quand on souffre de solitude et d'isolement. Donc, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, d'essayer de déstigmatiser cette espèce d'état de solitude, puis d'en faire plus de promotion des liens sociaux, l'entraide, la solidarité dans notre société en général. Alors, merci. Merci. Marie-Claude est-elle là? Ben, j'ai quelque chose, mais je ne veux pas te couper non plus, Élise. Vas-y, Marie-Claude, brièvement. Oui, j'allais dire, ça, c'est tout à fait vrai, en tout cas en ce qui me concerne. Puis je pense que les médias sociaux là, amplifient cet isolement-là. On pense qu'on est connecté là, parce qu'on est connecté en ligne. Ceci étant dit, je crois que c'est en parlant. Donc, on a, quand il y a des gens qui font un pas vers l'avant, qui parlent des difficultés qu'ils ont vécues, puis là, on extrapole là, pas juste durant la période périnatale, puis qui parlent en fait, du soutien qu'ils sont allés chercher, où ils sont allés le chercher, bien, on va venir déstigmatiser puis inciter possiblement d'autres personnes à faire de même. Donc, voilà. Merci. Moi, je vais prendre une dernière question de notre côté. Madame, vous avez été bien patiente, puis monsieur, je suis tellement désolée. Allez-y. Merci, désolée, je vais essayer de faire vraiment vite. Puis, dans le fond, je vais parler plus en tant que nouvelle maman aussi. Là, j'ai un enfant de 3 ans, un enfant d'1 an. Puis, donc, si on calcule bien, là, c'était directement pendant la pandémie. C'était fabuleux, le congé de maternité en grand isolement. Fait que je veux juste vous remercier là, de prendre ça, vraiment, ce moment-là dans la vie de parents, là, de le remettre sur la place publique, finalement. Il y a des livres aussi dernièrement là, qui sont sortis sur le 4e trimestre. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, en tout cas, on se fait une idée là, comme quoi ça a l'air toujours beau et parfait. Mais on se rend compte que c'est quand même quelque chose, effectivement, là, la liste au niveau psychologique, la liste de choses là, qu'il faut qu'on vit au niveau émotionnel, hormonal, tout ça. Puis, je salue aussi toute l'idée d'un cours aussi sur la parentalité, pourquoi pas un jour, pour nous préparer un peu plus mentalement à ça et physiquement. Puis là, j'ouvre vers une brèche, là, juste parce que je manque de temps, là, mais juste il y a aussi l'aspect physique. Oui, il y a l'entraînement en général pour être bien, puis moi, je suis une fervente défendrice de ça, c'est sûr, mais aussi au niveau de la santé périnéale pour les femmes pendant toute l'année post-accouchement. Je trouve quand même que ça, il y a beaucoup de monde en santé publique là, qui sont là, mais je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé encore et une grande inégalité quand même sociale de santé parce que, dans le fond, on n'a pas tous accès aux physiothérapeutes qui peuvent vraiment nous Mais on aider. pourrait demander à Véro, maintenant qu'elle a Véro? fini ses trucs sur la ménopause, OK. peut-être qu'elle pourrait s'attaquer à la santé périnéale. Ah ben oui, Véro, dans son magazine. Oui, Oui, c'est ça, exactement, elle a avec peut-être, ses émissions. fait que bref, Merci pour ces commentaires. Oui, vraiment, oui, c'est la vraie réalité, la vraie vie. Merci également donc à nos 3 conférencières. Merci Julie Saint-Pierre, Élise Bonneville et Marie-Claude Dufour. Vous êtes formidables, on vous aurait écouté pendant des heures, mais là, on va passer à l'action parce que pour la pause, ça va être une courte pause de 15 minutes, mais pour 5-6 minutes, même si vous êtes à la maison, vous nous écoutez et que ça vous tente de vous joindre à nous, on va faire une pause active.